entreprises sur différentes thématiques liées au numérique. D'une part, l'inclusion numérique, d'autre part, une découverte des filières, enfin de la filière et des métiers du numérique, avec un accent particulier sur le fait que ce soit une filière riche en opportunités et que du coup, voilà, il est important d'ouvrir le champ des possibles sur l'ensemble de ces métiers, de mieux les connaître. Et donc, il y a un dernier volet, donc plus à destination des entreprises, des associations, qui est aussi lié à la transformation digitale, sur lequel, effectivement, cette année, plus que jamais, on va dire, l'impact et l'intérêt est fort. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on vous propose aujourd'hui cet atelier sur le podcast qui va être géré par Gabriella, de main de maître par Gabriella. Elle va se présenter et puis vous en dire un petit peu plus. Je vous souhaite une belle écoute et puis beaucoup d'informations. N'hésitez pas à interagir, soit dans le chat, soit par des prises de parole micro. La parole est libre. Et nous sommes ensemble pour une grosse heure. Enfin, en fonction après des échanges, on pourra poursuivre avec certains s'il y a des questions plus techniques. Voilà, Gabriella. Je te rends la parole. Oui, juste une information. Donc, du coup, on souhaite, de manière à ce que d'autres personnes puissent profiter de ce temps, enregistrer cet atelier. Et du coup, si vous ne souhaitez pas effectivement être vu à l'écran, on vous demandera de couper votre vidéo. Voilà, merci à vous. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Autrement, n'hésitez pas à nous le dire. Eh bien, toutes les caméras sont fermées, donc on va commencer. Il doit manquer une personne, on va quand même commencer. À la fin, ce qu'on fera, on pourra fermer l'enregistrement et si vous voulez sur un temps plus convivial, qu'on se revoie, ce sera possible. On le fera à la fin dans le temps d'échange si ça vous convient. Gabriella, je te donne la parole et la main. Alors, bienvenue dans la jungle du podcast. Alors, je ne sais pas, alors selon, vous avez tous des niveaux d'information différents. Alors, je laisse ça ouvert s'il y a des gens qui arrivent. Donc, on va reprendre vraiment les bases. Pour me présenter rapidement d'abord, donc je suis Gabriella Rakotonine-Riana. Je travaille dans l'économie sociale et solidaire depuis 10 ans. Et depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement au pont et aux passerelles entre l'ESS et le numérique. Donc, c'est d'où ma participation à la semaine de l'emploi et du numérique, avec une thématique inclusion et médiation numérique et accessibilité. Donc, évidemment, ça a beaucoup de sens pour moi. Pour ce qui est de mon lien avec le sujet du jour, c'est-à-dire le podcast, j'ai mis les pieds il y a une dizaine d'années dans un studio de radio. Je vous raconte ma vie un peu. Dans un studio de radio. Et depuis, en fait, j'ai toujours gardé en tête la volonté de de faire de la création de contenu audio. Voilà, ça fait quelque chose qui m'avait marqué et que j'avais gardé dans un coin de ma tête quelque part. Et il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de pouvoir tester, expérimenter, bidouiller beaucoup, aller à tâtons, faire des expérimentations autour du son, autour de la création sonore, à la fois sur des projets radio, des projets web radio et des projets podcast, évidemment. L'objectif, j'ai oublié de faire ça. Excusez-moi, ça me bloque. L'objectif, là, aujourd'hui, voilà. Oui, je précise que je fais aussi partie de la communauté de Social Builder qui participe notamment à je vais y arriver, à la mixité dans les métiers du numérique. Voilà, donc c'est aussi par là que je suis arrivée dans le numérique très concrètement et dans le podcast indirectement. Notre objectif aujourd'hui, c'est de balayer ensemble, donc j'ai vu où vous en étiez à peu près, donc c'est de balayer ensemble les étapes pour créer un podcast pour votre organisation, que vous soyez dans une démarche d'évolution de vos outils, de votre stratégie de communication, ou que vous soyez dans une démarche de transformation digitale. On va donc dans le programme du jour que vous voyez ici, podcast balado, donc l'idée c'est de savoir exactement ce qu'on entend derrière podcast, en termes de définition, qu'on soit tous d'accord sur le terme. Ensuite, je vais faire une petite slide rapide sur quand même le volet stratégique et la valeur ajoutée que peut apporter la création d'un podcast pour votre organisation. Et puis, on finira évidemment, et c'est évidemment la partie qui va prendre le maximum de temps et le maximum d'échanges, c'est comment créer étape par étape un podcast en passant par toutes les étapes évidentes. C'est un peu du bon sens, mais je les mets notées pour
pour qu'on puisse se le redire plus tard. Écriture, enregistrement, montage, publication et diffusion. Et on aura un temps d'échange pour conclure, évidemment. Alors, podcast balado, Kezako. Je suis bien amusée dans le titre de mes parties. Tout simplement, de quoi on parle exactement? Le terme podcast a été créé, il a été inventé, on va dire, par un journaliste du Guardian en 2004 qui s'appelle Ben Amosley, pour votre culture générale. C'est une contraction donc du terme podcast et de broadcast, qui veut dire diffuser en anglais. Donc, il s'agit simplement de contenu audio qui est diffusable sur un iPod, initialement, mais plus largement sur des baladeurs. Je ne sais pas si les gens se rappellent de ce que c'est un baladeur. Maintenant, on fait avec des smartphones, mais je suis sûre qu'il y a encore quelques-uns qui téléchargent des contenus et qui les mettent sur leur baladeur, dans les zones blanches, par exemple. Voilà. Vous entendrez peut-être aussi le terme de balado-diffusion. Balado-diffusion, c'est simplement l'équivalent francophone du terme de podcast pour des raisons diverses et variées. C'est celui qui est notamment utilisé, évidemment, au Québec. Voilà pour le petit podcast. D'où ça vient, quand on parle de podcast, on parle de là. Aujourd'hui, en 2020, on s'entend en fait sur le fait qu'on peut distinguer deux formes de podcast. Donc, le podcast replay, donc qui est en fait issu de contenu audio qui est initialement passé sur du stream, sur du direct. Bon, là, j'ai mis l'exemple évidemment de Radio France, donc on connaît tous, on a tous déjà utilisé, écouté les podcasts de Radio France. Podcast ou replay. Donc le replay, ça s'applique aussi à de la vidéo. Un replay peut être audio ou vidéo. Et puis le podcast natif que vous avez peut-être aussi entendu, dont vous avez peut-être entendu parler, où là, c'est la création de contenu original qui est diffusé directement sur Internet via des plateformes de diffusion dont nous parlerons, vous inquiétez pas. Comme exemple, donc je ne sais pas à quel niveau vous êtes consommateur ou consommatrice de podcasts, mais dans les maisons de production les plus connues, vous avez Binge Audio, évidemment, Louis Média, mais pas de mais, et Arte Radio plutôt. Je veux un focus sur Arte Radio, c'est quand même les précurseurs de la création de contenu audio mis à disposition sur Internet et en téléchargement en France. Voilà, c'est eux qui ont commencé en 2002 à vraiment commencer à faire ce genre de proposition de ce qu'on appelle aujourd'hui le podcast. Voilà, pour un peu de contexte. Pour savoir un peu de quoi on parle aujourd'hui en France, le podcast, vous avez dû le constater, le nombre d'auditeurs et d'auditrices dont vous faites peut-être partie et le nombre d'écoutes de podcasts, si vous entendez parler de ça dans les médias ou d'autres veilles de communication, augmente beaucoup. Donc, on a plus 14% en 2019. Donc, mes sources sont le rapport global audio de Médiamétrie qui a été publié en septembre 2020. Et puis, pour terminer, sur quelques chiffres repères, on a plus d'une personne sur 4 qui écoute un podcast ou un replay par mois. Donc, on peut en écouter plus et on peut en écouter plus souvent aussi. Mais voilà, plus d'un quart des Français écoutent un podcast au moins de façon mensuelle, ce qui représente grosso modo 12 millions de personnes. Et concernant les profils, le profil des auditeurs et des auditrices correspondent plutôt à des moins de 35 ans, à 60%. Et la catégorie qui suit ensuite, c'est les CSP+. Voilà. Alors, dans le choix pareil, je pense que vous pourrez, ça vous rappellera aussi votre expérience d'utilisateur, d'utilisatrice de podcast. Dans la façon de découvrir un podcast, il y a deux façons principales, évidemment. C'est un peu des portes ouvertes que j'enfonce, mais on va quand même les évoquer, via tout simplement un classement de podcasts d'un diffuseur type Spotify, ou alors des recherches que vous faites vous-même dans le moteur de recherche de votre diffuseur ou sur un moteur de recherche type Google, par thématique de podcast. Donc, les best-sellers des thématiques en 2019-2020 sont évidemment les podcasts culture, les podcasts humour et les podcasts société. Et nous en aurons fini pour les chiffres, mesdames et mesdames. Et messieurs. Oui, pardon, excusez-moi Hélène. Voilà, donc,
Oui, ça y est, j'ai sorti la question. Avant d'aller plus loin, je sais qu'il y a une question qu'on se pose très rapidement quand on veut créer un podcast, c'est combien ça coûte, combien coûte le matériel, qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Ça arrive un peu tôt dans la présentation, mais je vais en parler tout de suite, ça va évacuer le sujet. Je reviendrai plus tard dans la présentation sur les différentes étapes d'enregistrement, sur techniquement le matériel et tout ça. Pour la question du prix, on va l'évacuer, comme ça votre esprit sera libre pour d'autres questions. On a 3 paliers. C'est des exemples de configuration assez classiques. Je voulais... Attendez, je ferme ça. Voilà. Donc, la première configuration, vous avez un micro qui est relié à votre ordinateur. En termes de matériel, c'est tout. C'est ce que j'ai ici, un micro USB, d'accord ? Je vous expliquerai les fonctionnalités, les avantages et tout ça plus tard. C'est quelque chose pour faire quelque chose de propre avec un petit budget, 150 € à peu près. Vous avez l'équivalent, donc celui que j'ai, c'est le Blue Yeti, et vous avez un équivalent chez Rode qui marche bien aussi, le NT USB. Deuxième configuration que vous voyez, voilà, il y a différents budgets, mais ça dépendra aussi de vos besoins et de ce que vous voulez faire. La version 450 €. Hop. Voilà, où là, on met en place des micros avec une interface ou un enregistreur. On détaillera aussi un peu plus tard, mais là, c'est une version un peu plus polyvalente, dans le sens où le micro USB, vous l'utilisez uniquement dans un bureau, dans un endroit fixe. Ce n'est pas quelque chose qui est amené à être déplacé. Enfin, c'est possible, hein, c'est pas très gros non plus, mais c'est quand même assez contraignant. Il y a des risques de casse aussi, même si c'est très solide. Les solutions d'enregistreurs mobiles vous permettent à la fois de faire des enregistrements en bureau et des enregistrements en mobilité. Et on peut rajouter plusieurs micros, sachant que je parle aussi des micros, ça commence à coûter cher parce qu'on met des micros qui font chacun 100 €. Il y a des accessoires et tout ça, donc on commence un peu à monter au niveau du budget. Mais un investissement dans du matériel, c'est toujours dans le matériel audio, en tout cas, c'est jamais perdu, c'est toujours un bon investissement parce que c'est du matériel de bonne qualité. Il y a beaucoup de choix en termes de marque et en termes de qualité. Donc, on ne prend pas beaucoup de risques en choisissant quelque chose de connu. Alors, là, je vous ai mis les best-sellers du matériel, des setups de podcasteurs. Mais voilà, il n'y a pas trop de risques. Si vous prenez soin de votre matériel, il pourra durer très, 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 très longtemps. Voilà pour la configuration 2. Et pour la troisième configuration, là, on entre sur un plus gros budget quand même. On va avoisiner rapidement les 1 000 € à chaque fois qu'on rajoute de toute façon un micro, il se passe un truc. Je vous ai mis en interface d'enregistrement le Zoom H6 parce qu'il peut mettre, on peut raccorder 6 micros dessus. Donc, c'est par exemple, pour vous illustrer cette configuration-là, c'est la configuration qui est mise en place dans des studios d'enregistrement, des studios de production comme Binge Audio. Pour vous donner un ordre d'idée, donc là, on est vraiment sur un investissement, on installe un studio, on est en format talk, donc vraiment de discussions avec un animateur, plusieurs intervenants. Donc voilà, les différences. Après, il y a toujours on peut mettre moins d'argent en utilisant juste son téléphone. Voilà, il y a plein de choses pour aller faire varier les prix. Après, ce sera toujours en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Voilà, on reviendra dessus, bien sûr, avec les détails du matériel et les accessoires, bien évidemment. Mais pour l'heure, je voulais juste vous faire le petit topo sur le côté stratégique et la valeur ajoutée que peut apporter votre podcast, le podcast de votre organisation plutôt. Quoique aussi, ça peut être votre podcast également. Tout simplement, dans un premier temps, c'est que ça peut être simplement un outil de veille supplémentaire. Je ne sais pas si vous utilisez Feedly, si vous avez vos outils de veille, comment vous les utilisez, ou si vous utilisez aussi les réseaux sociaux, Twitter. Ça peut être un outil de veille supplémentaire, notamment, puisque c'est le sujet, je crois, de la semaine. Il y a beaucoup de podcasts autour du secteur de la tech, qui forcément a beaucoup d'actualité, une actualité assez riche. Il y a des passionnés de la tech qui proposent des podcasts de façon quotidienne ou de façon hebdomadaire. C'est aussi un moyen c'est une option. Ça peut être un outil, ça peut être le podcast, ça peut être pour communiquer, mais c'est aussi peut être un outil ressource.
Voilà, ce petit topo là-dessus. Et puis après, de façon évidemment où vous êtes créateur de contenu audio, ça peut être un support de communication complémentaire, supplémentaire, nouveau support de communication. Dans tous les cas, je vous incite fortement à l'intégrer à l'ensemble de votre stratégie. Donc j'ai entendu au début, je crois que c'était le cas déjà de certaines personnes qui sont présentes aujourd'hui. Il faut, je le dis parce que c'est déjà peut-être arrivé, alors sûrement d'ailleurs, votre projet de création de podcast ne doit pas être un projet occupationnel. C'est relativement facile, c'est moins onéreux et quand même plus facile qu'un projet vidéo. On s'entend, évidemment, puisqu'il y a un truc qui est en moins, genre l'image. Mais quand même, c'est un outil qui souffre pas à la médiocrité. Et il faut vraiment que ce soit le plus qualitatif possible, qu'on ait un vrai confort, parce que là, on ne sollicite que l'ouïe, et du coup, il y a vraiment quelque chose qui doit se créer, ça peut vite devenir très désagréable. Et pour ça, il faut y mettre du temps, il faut investir quand même voilà, du bon matériel. Voilà, intégrez-le vraiment de façon pleine et entière dans vos stratégies de communication. Ce n'est pas un projet à côté en plus. Alors, je mets à part les projets pédagogiques, où là, évidemment, ça prend tout son sens, évidemment. On pourra peut-être en reparler après. Je me concentre sur le côté un peu, entre guillemets, business communication. Quelques éléments juste en externe pour terminer sur la partie stratégie et contexte. En externe, évidemment, le podcast a pour lui d'être un média puissant parce qu'il est immersif. Il permet tout de suite de créer un lien particulier avec la personne qui écoute. Et ça permet donc forcément de créer un lien particulier et de créer des engagements, d'enrichir votre image d'entreprise ou d'association, de structure en tout cas, ce qu'on appelle le brand content, et ça amène une dimension en plus, simplement la dimension, l'ambiance, une ambiance sonore, une ambiance, un imaginaire qui est créé par l'ouïe. C'est quelque chose de fort qui fait ressentir des émotions, et c'est ce qui fait que ça peut créer des engagements, et c'est ce qui peut vous différencier dans votre communication. Évidemment, il y a des opportunités de sponsoring et de partenariat financier, moyennant des monétisations de podcasts. Maintenant, c'est à peu près calé. C'est plus ou moins transparent selon les prestataires, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être envisageable dans votre projection stratégique. En interne, maintenant, rapidement, ça peut être tout simplement un objet de cohésion. Du fait de la création du podcast en termes de projet, la dynamique de projet peut créer de la cohésion, bien évidemment. Mais de façon générale, avec la fluidité et la fluidité de la transmission de l'information, la valorisation des métiers. Alors, ce qui est bien, je vous donne des exemples de podcasts qui existent déjà, des podcasts entreprises, par exemple, EDF le fait, par exemple, ou SNCF, communiquent beaucoup sur leurs métiers, les métiers de leur secteur d'activité. Ça permet à la fois j'ai expliqué dans la communication externe, de se faire connaître différemment, de créer un lien particulier avec soit sa communauté existante, soit son public cible. Mais ça permet aussi de valoriser les métiers en interne et aussi de permettre à chacun et chacune en interne de connaître un peu les rôles de chacun et chacune, ce qui est toujours une bonne chose dans une entreprise, quelle que soit sa taille finalement. Donc voilà, donc ça c'est évidemment un élément important. Et donc c'est ce que font en général les entreprises aujourd'hui qui créent leur podcast. Ça fait une création de podcast qui a une utilité externe et en interne. Le côté information, alors ça peut être tout simplement un bulletin d'actualité quand on a une période de grosse actualité, ou je pense en ce moment avec le confinement et la situation dans laquelle nous sommes tous, peut-être qu'il y a des moyens un peu d'apporter des éléments de réponse ou d'éclaircissement sur certaines situations en interne. C'est une opportunité aussi. Évidemment, il y a le volet formation. Donc, je pense que c'est ce que vous utilisez peut-être déjà, au niveau soit en podcast audio ou vidéo pour le coup. C'est pas toujours un outil qui se substitue à l'écrit, mais en tout cas, ça apporte, en termes d'accessibilité, ça apporte quelque chose en plus.
Voilà, ça reste un bon investissement, ne serait-ce que pour l'aspect formation ou dans une prise de poste, justement, que ce soit pour la prise en main d'un outil ou voilà, ça peut être aussi beaucoup de choses. La mise en situation audio aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans de grandes surprises. Et je fais une petite aparté en expliquant qu'il y a aussi des grandes entreprises qui ont leur propre web radio interne. Donc, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler aussi. Mais là, c'est carrément en interne. Il y a la radio où il y a les interviews de chacun. Voilà, c'est vraiment un outil de cohésion et d'information à part entière. C'est d'autres objectifs que le podcast. Mais en tout cas, sachez que c'est aussi possible. Voilà, et donc on continue de parler de stratégie, mais vraiment on s'approche du podcast en parlant de la première étape pour créer son podcast, c'est l'écriture. L'écriture dans un premier temps des thématiques, mais normalement ça devrait peut-être être assez fluide et assez naturel pour vous. Je pense notamment parmi les participants aujourd'hui sur la thématique de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup aussi. Choisir le ton, choisir le format. Aujourd'hui, de ce qui se fait en podcast d'organisation, je vais arrêter de dire entreprise, que c'est plus que ça peut-être aujourd'hui, en tout cas avec vos participations. Il y a beaucoup de formats qui sont entre 10 et 15 minutes. Et alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? J'ai peur que ça explose. Hein, on ne va pas le faire, ça va exploser. Alors, je voulais vous montrer en fait les pages des podcasts de plusieurs organisations. Il y a Hermès, Eiffage, Métic. Et puis, j'ai déjà parlé de EDF, de la SNCF, et puis des structures de l'économie sociale et solidaire comme Ticket for Change ou des entrepreneurs sociaux, évidemment. Donc, on pourra remettre les liens. Pardon, Gabriela, je t'interromps un instant. On pourra remettre les liens voilà, pour visionnage dans le replay pour vous donner une idée plus directe, hein, tout à fait. Si ça vous convient. Merci. Merci Hélène. Et d'ailleurs, je vais beaucoup parler de choses, que ce soit la liste du matériel qu'on va évoquer ou les exemples de structures qui ont déjà créé leur podcast. On vous mettra tout ça, on vous renverra évidemment tout ça de façon précise et exhaustive à la fin de notre rencontre aujourd'hui. Alors je voulais vous donner des exemples d'écriture dans le choix des thèmes, des tons et des formats. Il y a souvent le format entretien, interview qui revient. Après, c'est à vous de choisir. Il y a des entreprises qui font, des structures qui mettent en place des podcasts à format très très court, genre 3 minutes. Ça dépendra de l'objectif, du temps que vous voulez donner, de la dynamique que vous avez, les moyens en termes de temps, parce que sortir un podcast toutes les semaines, c'est un certain investissement. Donc voilà, c'est à vous de définir tous ces éléments-là avant de vous lancer. Et il y a des podcasts après, je ne vous conseille quand même pas de faire des podcasts d'1 heure. Sauf exception où vous faites du storytelling, où vous racontez des parcours, où là, évidemment, ça prend son sens de prendre le temps et de donner la parole un peu plus longtemps à vos intervenants et à vos intervenantes. Mais sinon, on peut vite... si ce n'est pas quelque chose, si vous ne racontez pas une histoire particulière, s'il n'y a qu'un intervenant, si on n'entend qu'une voix, je vous conseille de faire plutôt court. Voilà. Et après, très concrètement, quand vous allez écrire votre podcast, vous allez, avant d'enregistrer, et l'écriture est l'étape avant d'enregistrer, vous allez tout simplement faire un petit plan de ce qui va se passer pendant votre enregistrement. Le dérouler, si vous en avez un. Alors, chacun son style, chacun sa façon de travailler. Si c'est des grands titres, si c'est des points rédigés, si c'est peu importe. Faites-vous vos repères parce qu'il ne faut quand même pas s'égarer au moment de l'enregistrement. Si besoin, de temps en temps, vous pouvez mettre un time code, donc des repères dans le temps aussi, selon ce que vous faites aussi. En général, c'est assez fluide quand on fait des entretiens et des interviews, mais voilà. Après, selon votre expérience, vous réajusterez de toute façon. Dans cette partie écriture de podcast, j'en profite pour mettre un petit focus sur la partie introduction et conclusion. Introduction et conclusion qui sont très très importantes, c'est votre vitrine de podcast. Si vous rédigez toutes les phrases, vous faites comme vous voulez, mais il faut que ce soit propre, net et très agréable à écouter ou dynamique.
ça peut être agréable et dynamique en fait. Mais voilà, l'introduction et évidemment la conclusion. Malheureusement, je constate qu'il y a beaucoup de podcasts qui ne prennent pas le temps de faire des conclusions aussi soignées que leur introduction, alors que c'est quand même le moment où vous allez parler de vos autres outils de communication, que ce soit communication digitale. Donc aussi à mettre autant d'importance dans l'écriture et le petit focus dans votre étape de conception d'outils, la vignette et la couverture de podcast qui vont aussi attirer l'œil et faire votre pub, votre vitrine. Voilà. Maintenant qu'on a écrit ce qui va se passer, on sait à peu près qui va venir parler dans notre micro, on peut passer à l'enregistrement. Gabriella, juste avant l'enregistrement, Oui. Il y a une petite question dans le Oui. chat. Je ne sais pas si tu l'as lu. Petite question. Donc, si on a une idée d'un thème, mais qu'on trouve qu'il y a déjà de très bons podcasts sur le sujet, est-ce vraiment utile de garder le même thème ? C'est une bonne question. Moi, je dirais que si votre sujet est c'est aussi l'importance de je reviens là-dessus, l'importance de l'authenticité de votre contenu, que vous soyez sincère, même si on parle tous beaucoup du sujet. Je prends l'exemple de l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat social, ou l'innovation sociale, il y a énormément, ou le développement personnel, bon, ça y est, je l'ai dit, il y a énormément de propositions de podcasts sur ces sujets. Il n'empêche que chacun propose parfois un point de vue différent. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous estimez légitime, il faut le lancer, parce que soit ne serait-ce que pour la communauté qui est autour de vous, pour vos partenaires ou pour votre image. Après, à vous de voir comment vous voulez vous démarquer. Votre premier podcast que vous allez lancer ne ressemblera pas du tout à votre 10e podcast, de toute façon. Il faut se donner cette marge de progression, parce que le podcast d'avant est toujours... on va voir ça de l'autre côté, le podcast d'après est toujours mieux que le podcast précédent. Donc voilà, pour répondre à la question. Oui, ce qu'on pourra dire, c'est effectivement ce que tu précisais précédemment, c'est que de toute façon, le ton, le format seront aussi toujours différents et adaptés, et du coup amèneront de la nouveauté, même si la thématique est une thématique qui a déjà été traitée par ailleurs. Donc, et je rajouterais même qu'en plus, ce n'est pas non plus les mêmes personnes. Votre personnalité va aussi ressortir dans le podcast. Voilà, Sabrina. Merci à vous. Merci. Hop, on continue. Du coup, j'ai été sur l'enregistrement. Étape 2. L'enregistrement, avant de passer très en détail et de répondre à vos questions sur le matériel. Donc là, on prendra vraiment du temps. Un petit topo sur l'environnement d'enregistrement. Donc normalement, vous l'avez choisi à peu près. Faites des tests en amont pour vous assurer. Alors, l'objectif ultime, je crois, du podcast, c'est qu'on entende très distinctement ce que la personne dit. Il peut y avoir des bruits autour, machin, mais le principal, c'est d'entendre le contenu clairement et nettement. Ça paraît un peu bateau comme ça, mais il faut faire une différence entre des bruits parasites et une ambiance sonore. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, vous allez être en intérieur, vous allez enregistrer dans un bureau. Bon, a priori, ça va, vous êtes dans le cas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fenêtre, c'est calme, mais il n'y a pas de meubles dans votre bureau. Donc, on a un peu l'impression d'enregistrer dans un garage, ce qui n'est pas vraiment non plus très, très sympathique pour l'auditeur, parce que je suis du côté des auditeurs et des auditrices, et le bruit de garage, c'est moyen. Alors, toujours moyen de le diminuer ou pas en post-prod, j'allais dire, mais en montage. Mais plus vous aurez un enregistrement de qualité à ce stade-là, moins vous aurez de travail de retouche après. Et le temps de montage, c'est pas toujours le plus sympa. Enfin, ça dépend des personnes, remarque. Pour l'exemple en extérieur, quand vous prenez, alors il y a des micros qui sont faits pour ça, des micros dynamiques, qui vous permettent de prendre dans un environnement bruyant type manifestation, événement, salon, de prendre des captations de personnes. On entend très bien ce que dit la personne devant le micro, et on entend un peu derrière un brouhaha. C'est pas grave, ça fait partie même de la création d'une ambiance, en fait, de votre podcast. On est sur un événement, on a vraiment l'impression d'y être, le côté immersif. C'est juste que, je répète, il y a une différence entre bruit parasite et ambiance sonore.
Il faut vraiment faire attention parce que, après, il y a des impondérables comme la sonnerie du téléphone là-bas qui sonne. Bon, voilà, ça arrive. On pourra le diminuer. Il y a toujours des incidents qu'on pourra ensuite essayer de nettoyer après, mais petite vigilance sur l'environnement de l'enregistrement. Petit topo aussi sur l'enregistrement à distance, puisque c'est le moment. En ce moment, c'est un peu le truc, là, l'enregistrement à distance. Si vous écoutez des podcasts, vous avez sûrement déjà entendu d'ailleurs des bruits de personnes qui ne sont pas en train d'enregistrer devant un micro, mais depuis leur ordinateur. Bon, c'est acté de toute façon. Encore une fois, le principal, c'est d'entendre le contenu de la personne. Donc, voilà, on fait avec. 2 outils pour le faire, en tout cas, si vous souhaitez enregistrer avec des personnes qui sont à distance, Zoom et Skype. Alors, Zoom, vous avez directement un fichier audio qui est généré automatiquement à la fin de votre enregistrement. C'est plutôt pratique. Et Skype, c'est à peu près, ça marche à peu près de la même façon et c'est très pratique aussi. Voilà. Et je reviens au matériel. La question du matériel. Alors, ce que je propose de faire, hop, comme ça, ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer concrètement qui est connecté à quoi et ce dont vous avez besoin à minima, puisqu'on a déjà parlé du budget. Alors là, la disposition que j'ai moi. Excuse-moi, Gabriella, peut-être qu'avant de repasser au matériel, il y a des questions, on va dire, sur les slides précédents, et puis peut-être que sur le matériel, pareil, vous allez avoir des questionnements, donc n'hésitez pas à anticiper. On peut vous donner un petit peu la parole. Allez-y. N'hésitez pas, hein. On vous laisse ouvrir vos micros ou utiliser le chat s'il y a des questions. Juste au moment où je voulais montrer mon micro, hein, c'est malin ça. Ah, excuse-moi, j'ai tout cassé. Non, c'est le problème du direct. Sylvie, j'imagine que vous allez nous parler de la partie montage. Oui. Parce que pour gérer un podcast à distance, pour réaliser le montage, est-ce que d'utiliser un outil montage vidéo classique où on peut gérer les sons, moi j'utilise OpenShot, est-ce que ça peut le faire sur un podcast? Alors, je n'ai jamais vraiment essayé. Moi, j'ai testé sur des logiciels pour faire de la musique assistée par ordinateur. Donc forcément, ça marche mieux, il n'y a pas de vidéo. Mais il me semble que c'est possible. Oui, si, c'est possible, parce que je me rappelle avoir créé... c'est juste au moment de la conversion, l'édition, vous mettez un format audio à la place de vidéo. En MP3. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça déroule. Ça fait beaucoup d'infos. Hein, mais... et la fréquence optimale pour vous pour publier un podcast? C'est une fois par semaine ou faire un peu de teasing une fois tous les 10 jours? Je sais pas. C'est vrai que c'est un peu difficile de répondre à cette question. C'est bon signe que vous la posiez en tout cas. C'est un peu dur à dire, je suis désolée, c'est dur à entendre aussi, mais ça dépend. Si vous êtes en capacité et dans une dynamique où vous pouvez sortir beaucoup d'épisodes à la fois, avec une fréquence élevée, il n'y a pas de contre-indication, je veux dire, de mon point de vue. Après, j'aurais peut-être plus c'est plus une question, un questionnement sur une réflexion à avoir sur les épisodes qui sont très éloignés. Ça dépendra si vous faites des choses qui sont hors du temps, si vous êtes en sériel ou en épisodique. Ça dépendra aussi un épisode qui est hors du temps ou quelque chose qui est très lié à l'actualité. Il faudra aussi s'adapter à ça. Si c'est des entretiens sur des métiers ou si c'est des métiers qui sont en lien avec l'actualité comme, je sais pas, la construction dans le développement durable. Voilà, il faut aussi penser à ce genre d'éléments pour pouvoir construire son calendrier éditorial au niveau du podcast. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Merci. Oui, en complément d'autres supports ou d'autres médias de communication. Donc tout, c'était une articulation globale du plan de com aussi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on substitue pas certains outils de communication à du podcast ou est-ce qu'on doit rester plutôt sur du classique, utiliser un intranet et puis de temps en temps, parcimonie, utiliser des podcasts? C'est ça. J'arrive pas à voir s'il faut vraiment multiplier ce type de rendez-vous en fait pour une cible interne. C'est vrai que ça va vraiment dépendre à la fois des organisations. Alors là, on parle de l'interne, des organisations et puis de la cible. Donc, oui, bien sûr.
Donc c'est vrai que oui, il faudrait qu'on reparle plus précisément de votre problématique en tant que telle. Ouais, voilà, c'est un peu, on est obligé d'être dans une réponse un peu plus large. Un peu plus large, d'accord. Merci à vous. Merci. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, on peut prendre encore quelques questions sur ce temps. Bon, bah, tu vas tout nous dire sur le matériel alors, Gabriella, je crois qu'on y est. Combien ça coûte? Ça coûte relativement cher. Non, sur le prix, je crois que ça s'est fait. Mais sur après la partie technique, alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, j'ai beaucoup bougé avec mes mains. Vous avez donc la première configuration, enfin, c'est un exemple, hein, comme un autre, mais bon, c'est ce qui ressort le plus, en tout cas, dans la sphère du podcast. Vous avez le micro USB, donc forcément, on m'entend moins bien, le micro USB. Comme ça. Donc simplement, c'est un micro qui est tout en un. Je le repose. C'est un micro tout en un qui se branche directement sur votre ordinateur avec un port USB. Donc, il n'y a pas d'alimentation. L'alimentation se fait par le port USB. Ça vous permet d'enregistrer directement avec votre logiciel de montage. Le logiciel de montage. C'est ce qui va vous permettre... Alors là, je pense que ça vaut quand même le coup que je vous le montre. Ça a explosé. Alors, l'idée, c'est toujours de se dire, j'ai l'outil pour prendre le son et j'ai l'outil pour stocker mon enregistrement. Et j'ai l'outil pour le montage. Hop, je ne sais pas si vous allez le voir bien. Là, vous avez un logiciel de montage que certains connaissent peut-être déjà, qui s'appelle Audacity. Audacity. Alors, je suis désolée, ça pique les yeux l'interface. Il se trouve que c'est un logiciel qui permet de sortir des podcasts propres rapidement et qui est gratuit, surtout. Alors, vous avez de la chance, ça c'est la version à jour. La version d'il y a 2 ans, elle faisait encore plus mal aux yeux. Mais après tout, le principal, c'est de pouvoir sortir quelque chose de propre et d'avoir un outil relativement ergonomique. Mais voilà, donc ça, c'est l'enregistreur. Donc, c'est de ce logiciel d'enregistrement que je vais lancer l'enregistrement avec mon micro. Donc là, le matériel, c'est le micro, l'ordinateur et le logiciel de montage. Voilà. Pour ce qui est des autres dispositions, il y a des choses qui se rajoutent, genre des fils. Dans la disposition, donc la configuration 2, là, c'est celle où je disais qui est plus polyvalente. Donc, c'est avec un enregistreur mobile, le modèle Zoom, qui a 2 sorties, 2 entrées micro, donc qui vous permet d'avoir au moins 2 personnes avec un micro de chaque côté. Donc, l'entrée du son, les micros, qui sont reliés avec un fil Connectic XLR à votre enregistreur. Et c'est sur votre enregistreur que vous lancez l'enregistrement. Pourquoi la vraie différence entre le micro USB et le micro XLR, qui est sur la configuration 2, c'est la qualité du son. Elle est meilleure sur le XLR. À quelque chose près, ça dépend ce que vous allez faire encore une fois. Mais si vous êtes en enregistrement extérieur, évidemment, je vous conseille plutôt de prendre cette formule-là. C'est quand vous commencez à avoir un peu de... Enfin, selon le projet, en fait, finalement. Là, vous avez 2 entrées micro sur ce modèle de Zoom. Ce qui se passe, c'est que vous allez enregistrer sur votre enregistreur, le Zoom H4, qui va enregistrer sur votre fichier sur une carte SD. Et après, vous transférez votre carte SD sur votre ordinateur pour pouvoir récupérer le fichier et le travailler sur votre logiciel de montage. Donc, la fin, à peu près, c'est toujours pareil. La disposition d'après, c'est la même chose avec un autre matériel, avec un autre budget et plus de micros. Là, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un format studio de production un peu plus professionnel, type Binge Audio. Alors, je vous ai mis le Zoom H6 parce que c'est un exemple où on peut mettre quand même 6 micros, jusqu'à 6 micros avec une extension. Donc, ça fait 4 avec une extension, ça fait 6. Où là, ça devient tout de suite... voilà, c'est pour une autre utilisation sur un format talk, mais c'est la même utilisation, c'est-à-dire vous avez votre entrée son avec le micro qui est relié à votre enregistreur. L'enregistreur enregistre votre fichier numérique que vous pouvez ensuite, sur la carte SD, que vous mettez ensuite pour travailler sur votre ordinateur sur le logiciel de montage. Il y a quand je vous parle de la configuration 3, il existe des
des interfaces qui permettent directement de faire beaucoup de choses, de brancher les micros pour pouvoir gérer les niveaux de son et tout ça, d'avoir des retours son et de lancer des jingles automatiquement avec des petits pads. Enfin, voilà. Après, quand on monte un petit peu en prix et en marque, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Je cherche mes petits trucs. Oui, donc je vous présenterai après les autres outils, mais à chaque fois, on rajoute 200 € et on a des fonctionnalités en plus. Mais voilà, c'est déjà là, en base, vous avez tout ce qu'il faut à ce moment-là. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le matériel? En fait, c'était pas très long. S'il y a pas... Alors, je précise que évidemment, vous pouvez faire toujours moins cher. Ça vaut un peu le coup d'investir un petit peu. Là, vous êtes dans une démarche professionnelle en plus, donc voilà, c'est quand même plutôt conseillé. Les matériels qui sont là, c'est des matériels assez c'est un peu les best-sellers en termes de micro et en termes d'enregistreurs. Mais si voilà, vous êtes un peu dans l'urgence, vous avez un budget qui est autour de 0, vous pouvez aussi utiliser votre smartphone, évidemment, avec l'outil dictaphone. Il y a la possibilité aussi de mettre des micro-cravates. Il y a beaucoup de podcasteurs qui ont commencé avec des kits main libre, en fait, pour pouvoir s'enregistrer eux-mêmes ou avec des coupleurs pour enregistrer plusieurs personnes. Voilà, là, c'est plutôt avec du matériel déjà existant. C'est possible aussi. Voilà. S'il n'y a pas de questions, bon, après, ça pourra revenir après. Tac. Ok, on va laisser poursuivre. Tac, tac. Après l'enregistrement, évidemment, arrive la phase du montage. Et pour le montage, on a besoin d'un logiciel. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a la possibilité qu'on a déjà un logiciel d'audiovisuel, donc de l'utiliser, évidemment, mais sur les logiciels les plus utilisés par les podcasteurs et podcasteuses, il y a Audacity que je vous ai montré, qui est assez simple d'utilisation et qui est gratuit. Vous avez Reaper. Reaper, c'est par exemple, il me semble que Binge Audio utilise Reaper, par exemple, c'est pour vous donner un ordre d'idée en termes d'efficacité, en termes d'outils professionnels. C'est aussi facile d'utilisation et ça vous coûte, je crois, entre 50 et 60 € le logiciel. Si vous pouvez l'investir, c'est une bonne chose. La différence avec Audacity, c'est que l'ergonomie est meilleure. Vous avez un chouïa moins mal aux yeux. Alors, je l'ai aussi, mais si je le lance, je pense que je vais vraiment faire planter l'ordinateur. Ça fait un peu moins mal aux yeux au niveau de l'interface. Je rigole un peu avec cette histoire de mal aux yeux, mais quand vous passez du temps dessus, bon... On peut apprécier un peu de confort, c'est possible. Sur Mac, vous avez GarageBand qui est déjà mis en place. Et bon, moi, il m'est déjà arrivé de faire des montages sur Cubase, qui est un logiciel de musique assisté par ordinateur. Je retourne pour montrer comment nettoyer votre fichier. Je vais retourner sur Audacity. Alors, par exemple, donc là, je lance un enregistrement ici. Comme on disait, vu que mon micro est branché, je peux lancer un enregistrement. Je vais d'abord ajouter une nouvelle piste. Voilà, j'ai lancé mon enregistrement. Je l'arrête. S'il veut bien s'arrêter. Tac, je l'arrête. Voilà, j'ai mon enregistrement ici. Je veux le retravailler. La première étape, avoir mis votre fichier, votre rush. Le montage, c'est ce qui prend quand même le plus de temps. Par exemple, si vous faites 1 heure de rush, vous êtes bien parti pour au moins 2 heures, 2 heures et demie de montage. Par exemple, là, je vois que j'ai fait un bruit parasite ou voilà. Je vais l'enlever, je le sélectionne et je le supprime. Bon, c'est un exemple. Ce qui se passe en fait dans l'étape de montage, la première, c'est de nettoyer votre enregistrement si vous le pouvez. Et enlever voilà, tous les bruits parasites qui sont faciles. Les E, par exemple, là, on pourra en enlever beaucoup dans cette intervention. Les tics de langage, si on peut les isoler, les du coup, voilà, selon les personnes. Et les gros bruits qui se voient en fait sur les fréquences comme ça de la piste, qui sont un peu plus larges. Là, on peut aussi identifier des bruits qui vont saturer l'oreille.
Donc, la première étape, quand on a son enregistrement fichier, on va ensuite le nettoyer. Donc, on va faire une première écoute de tout ce qu'on a enregistré. C'est aussi l'occasion de faire un premier découpage. Si vous avez des parties que vous avez calées déjà dans votre déroulé, dans l'écriture de votre podcast, c'est le moment. Hop, donc ça c'était pour vous montrer. Je reviens à la presse. Nettoyez votre fichier. Et c'est le moment dans le montage de faire l'habillage sonore. L'habillage sonore, donc... vous ajoutez quand vous avez nettoyé votre fichier, vous ajoutez votre introduction que vous aurez au préalable déjà produit, déjà sous la main, déjà propre à utiliser. Vous ajoutez vos fichiers et vous faites votre assemblage avec les différents sons. Alors, pour trouver les sons, c'est pareil, on vous mettra dans le fichier, dans les outils et la petite liste d'outils utiles pour lancer son podcast. Il y a évidemment des outils, des musiques libres de droit, tout ce qui est musique, habillage sonore, genre un bruit de porte, je ne sais pas, ça dépend ce que vous voulez faire. Des jingles aussi libres de droit. On n'aura pas le temps de faire un focus droit, focus juridique aujourd'hui, mais renseignez-vous parce qu'il y a quand même un peu du flou sur l'utilisation des sons qui ne vous appartiennent pas. Le mieux, dans le monde idéal, c'est que vous créez vos propres sons, votre propre habillage sonore, mais ce qui est possible selon votre environnement, si vous êtes dans un endroit qui y a de la foule, si vous êtes dans un atelier, c'est des moments intéressants pour donner du relief et enrichir encore une fois l'expérience de l'auditeur. J'ai une question bête. Le chant d'oiseau est dans le domaine public? Le chant d'oiseau. C'est une bonne question. Hop, voilà. Ouais, donc les licences de droit public. Alors, même avec les choses que vous récupérez sur l'INA ou les musiques libres de droit dit comme une musique de Bach, il y aura quand même encore des droits à avoir même si Bach n'est plus là pour défendre la propriété intellectuelle, il restera toujours quelqu'un qui joue le morceau de Bach, c'est-à-dire qu'il y aura l'interprète et il y aura l'éditeur, le producteur, donc il faut faire attention. Mais voilà, je vous invite à faire vos propres petites recherches là-dessus, ou on verra à un autre moment, mais là on a un peu court en temps. Et après la phase de montage, quand vous êtes bien content de votre mise en place, que ça roule, que c'est fluide, qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'agression, que vous avez bien limité le son, vous passez à la partie que vous adorez. Ce n'est pas ce qui prend le plus de temps, mais la partie publication et diffusion, c'est toujours aussi, c'est un peu comme le matériel, il y a débat entre tout le monde. Je vais juste vous parler... Je vous parlais de ceux qui sont... je vous ai parlé de ceux qui sont le plus utilisés chez les podcasteurs. Pour vous expliquer, donc, votre podcast, il est fait, il est sur votre ordinateur, vous voulez maintenant le mettre sur la toile. Pour ça, vous avez besoin d'un hébergeur. Donc, soit vous avez déjà votre site internet sur lequel vous pouvez mettre sous format numérique votre fichier audio, soit vous allez chez des hébergeurs dédiés pour le contenu audio. Type, alors qu'est-ce que j'ai mis comme exemple? Les plus connus, évidemment, vous avez SoundCloud, par exemple. Il me semble aussi que YouTube fait partie des hébergeurs diffuseurs. Vous avez l'audioblog de Arte Radio, évidemment, ou encore un hébergeur qui s'appelle PodCloud, qui a le mérite d'être français. Je n'ai pas vraiment de retour utilisateur sur cet hébergeur-là, mais en tout cas, il a été cité quand même par quelques personnes. Ça, c'est pour l'hébergement. Quand vous avez hébergé ensuite votre fichier numérique, il est généré un flux RSS. C'est là où j'ai commencé à perdre des gens. Un flux RSS, donc c'est en fait tout simplement RSS, c'est Really Simple Syndication, donc c'est beaucoup plus facile de récupérer le fichier avec le flux RSS. Donc en fait, peut-être ceux qui avaient Feedly et qui faisaient la veille sur les blogs à l'époque, ils connaissent le flux RSS. Pour les autres, c'est juste un élément numérique qui est juste numérique, du coup, qui n'a plus de poids, qui vous permet d'aller le poser après chez les diffuseurs
type Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc, si vous avez juste hébergé, il n'y a pas beaucoup de monde qui va entendre votre podcast, en fait. Donc, il faut passer après l'hébergement, il faut le mettre chez des diffuseurs. Diffuseurs, donc voilà, je vous les ai cités, Pocket Cast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Il faut savoir qu'il y a évidemment des applications qui font tout en même temps. Alors évidemment, le best nommé, c'est le best name droppé, c'est Ocha. Ocha qui est français aussi. Donc c'est vraiment la grosse référence dans la publication et la diffusion de podcasts. Voilà, vous avez Acast et vous avez Encore. Alors la particularité de ces applications, je vais prendre un peu de temps pour les expliquer, c'est qu'elles vous hébergent. Donc, si vous n'avez pas de site, elles vous créent une page avec tous vos podcasts, avec les widgets qui sont déjà prêts pour lire, pour lancer un player. Elles vous le diffusent, donc elles vous l'envoient directement sur les différents diffuseurs, Spotify, Deezer, etc. Et elle vous permet aussi de générer plusieurs éléments qui peuvent aider dans votre communication. Si vous avez besoin de générer, je ne sais pas si vous avez déjà vu les petits encarts pour pouvoir avoir un petit teaser, un petit extrait audio du podcast. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs podcasts qui le font. Donc ça, c'est possible sur ce genre d'application. Et puis, elle vous génère aussi des statistiques. Ça, on prendra un point aussi, on arrive bientôt à la fin, on prendra un point sur les statistiques, c'est important. Petite particularité, Ocha et Acast sont payants. Je réfléchis, ils sont payants, ouais. Alors, je crois que Ocha est autour de 11 € par mois et Acast autour de 15 € par mois. Alors, les prestations sont plus ou moins similaires. Je vous invite à faire vos propres recherches directement et à faire votre choix à partir de là. Votre podcast sera bien diffusé, quoi qu'il en soit, sur Ocha et Acast, en tout cas. Et vous avez la version Encore, qui est gratuite. Encore, qui veut dire Encre, qui propose aussi d'autres possibilités et d'autres services. Mais en tout cas, le minimum, en tout cas, ce qui vous sera utile, c'est d'avoir les stats, certaines stats. Alors, elles sont plus ou moins affinées, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir que des statistiques sur le nombre d'écoutes, ou alors des stats un peu plus détaillées avec le nombre d'écoutes, le profil des auditeurs, auditrices, avec plus d'éléments en plus. Voilà, c'est quand même pas mal. Si vous ne voulez pas passer par ces applications tout en un, vous pouvez aussi le faire vous-même. C'est-à-dire si vous voulez juste le mettre sur Deezer ou juste sur Spotify, vous pouvez directement utiliser votre flux RSS et qui est sur votre hébergeur et le mettre vous-même manuellement sur votre diffuseur. Et si vous avez besoin ensuite par la suite de récupérer vos statistiques, il existe des outils externes comme ceux qui sont notés juste en dessous pour récupérer vos statistiques. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. C'est la grande question de quel hébergeur et quel diffuseur choisir. Alors, sur les diffuseurs, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, c'est le maximum possible. Sur l'hébergeur, ça dépendra aussi de votre plan, votre projection. Il y a des podcasts qui veulent tout de suite, qui ont des projets de monétisation, sponsoring, d'écoute internationale, où là, on prendra un hébergeur payant qui est genre Art19, par exemple, où là, on a vraiment, vraiment beaucoup d'ambition. Ça dépendra aussi de ce que vous attendez dans la création de cet outil. Ah oui, la migration. Vous commencez sur un hébergeur, je ne sais pas, vous commencez sur Acast. J'allais dire Pipa, mais Pipa a été racheté par Acast. Vous commencez, par exemple, j'ai commencé sur Acast, je veux migrer, je veux changer d'hébergement. C'est possible, il n'y a pas de souci. Il faut juste un peu anticiper quand vous avez créé votre premier hébergement que vous allez perdre vos stats. Alors, soit vous gardez bien vos stats au fur et à mesure dès le premier podcast pour rien perdre avant de migrer, soit ça dépend du modèle que vous choisissez. Si vous voulez vous lancer absolument et quand même commencer à proposer du contenu à votre communauté, vous pouvez les lancer de fait. Mais alors, c'est vraiment que dans le cas où c'est en externe. En interne, vous pouvez aussi avoir vos stats, mais voilà, il y a d'autres enjeux où vous pouvez forcément autant de moyens. Voilà, oui.
Très bien, super. Merci Gabriela. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Gabriela, merci. Est-ce que vous souhaitez, on peut interrompre l'enregistrement si certains souhaitent effectivement rester et puis être dans une discussion un peu plus fluide, on va faire ça comme ça. On va stopper l'enregistrement. Merci à tous pour votre présence et puis merci pour cette présentation.